Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a été reçu à l'Élysée ce mercredi au cœur des discussions avec le président Emmanuel Macron, des questions d'intérêt commun. Suicide en Côte d'Ivoire, une femme a été retrouvée pendue à Divo, un drame qui a ému la Côte d'Ivoire. Elle souffrait de dépression et traitait ce mal par la prière. Et puis un jeune garçon mort, la gorge tranchée à Sikensi. S'agissait-il d'un suicide aussi? Sa famille témoigne dans ce journal. Le président Alassane Ouattara est à Paris en France. Il a eu un déjeuner de travail avec son homologue français ce mercredi. L'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur des sujets bilatéraux et régionaux d'intérêt commun. Les précisions de Pierre Dipomela. Le couple présidentiel ivoirien, le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara, ont été accueillis par Emmanuel Macron et Brigitte Macron, le couple présidentiel français, opérant de l'Élysée. Après de chaudes accolades, les présidents français et ivoiriens ont eu un tête-à-tête autour d'un déjeuner de travail où des sujets bilatéraux et régionaux d'intérêt commun ont été débattus. La situation politique régionale ouest-africaine est éprouvée par une série d'instabilités marquées par des coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Sans nul doute, la question de la sécurité et de la lutte contre les groupes armés dans le Sahel a été au cœur des échanges entre les deux hommes. La présence militaire française est de plus en plus dénoncée par les régimes militaires installés au Mali et au Burkina Faso. Après leur départ du Mali, les forces françaises ont été priées par les autorités de transition au Burkina de quitter le pays d'ici à un mois. L'actualité, c'est aussi John Nkengasong, coordinateur des États-Unis pour la lutte mondiale contre le sida, qui a été reçu par le Premier ministre ce mercredi. Les deux hommes ont évoqué le niveau de collaboration et les avancées dans la lutte contre cette maladie en Côte d'Ivoire. Les précisions de Pierre Dipomela et Tanguy Conin. Cette rencontre entre John Nkengasong, coordonnateur mondial de la lutte contre le sida, et représentant spécial chargé de la diplomate de la santé à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, et le Premier ministre Patrick Hachi avait pour but de faire le point sur les actions menées par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Noter les avancées et adresser les défis. Essentiellement, nous avons discuté comment le partenariat qui existe entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire peut continuer pour terminer la lutte contre ce combat contre le VIH qui existe d'ailleurs, qui n'est pas encore fini. On a noté le progrès énorme que nous avons accompli, mais aussi les défis qui restent encore à accomplir. Donc nous avons continué à mutualiser nos efforts pour enfin éradiquer le VIH en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte à ce jour un peu moins de 400 personnes qui vivent avec le VIH. Et près de 80% d'entre elles ont un taux de virus très bas grâce à la qualité de la prise en charge. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire et ses partenaires de maintenir le cap afin de réduire drastiquement le nombre de malades. Toujours dans la santé, 2 cas de méningite ont été enregistrés dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément à Tanda. Si le directeur général de l'INHP rassure, il annonce tout de même la surveillance épidémiologique de cette maladie contagieuse grave et mortelle. Le reportage de Nadja Ejar et Bobby Filémon. 5 décès sur 14 malades, dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, ont été enregistrés le 21 janvier à Djadoubango, dans le département de Tanda, au nord-est du pays. Parmi ces malades, il a été détecté 2 cas de méningite à pneumocoque, dont un décédé et un autre en voie de guérison. Il n'en faudra pas plus pour semer au sein de la population de cette localité la psychose d'une épidémie de méningite. Après investigation, le ministère rassure. Il y a des critères pour déclarer une épidémie et pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Parce que nous sommes dans un village de 700 personnes, donc inférieur à 30 000, mais on a eu 2 cas en une semaine. Alors que pour déclarer une épidémie, il faut 5 cas, un peu plus. C'est une situation qui n'est pas du tout, pour le moment en tout cas, alarmante. Nous sommes en alerte. Par contre, j'insiste dessus, nous sommes en alerte et nous devons renforcer le dispositif pour rechercher
de nouveaux cas, éventuellement, pour renforcer davantage la lutte. C'est une méningite qui ne nécessite pas une campagne de vaccination à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas en épidémie, nous sommes en alerte. Contagieuse et mortelle, la méningite se transmet à partir de gouttelettes de salive et de mucosité pharyngée et est reconnaissable par la fièvre, les maux de tête, une raideur de la nuque, des convulsions ou un bambement de la frontanelle chez les nourrissons. Pour l'éviter, les mères sont sensibilisées à la vaccination de l'enfant dès le bas âge. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle demande aux mères de faire vacciner leurs enfants. Les vaccins contre la méningite sont intégrés dans le programme élargi de vaccination appelé couramment PEV et c'est gratuit. Pour éviter la propagation de la maladie, le ministère de tutelle renforce la surveillance. Depuis environ 7 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas connu d'épidémie de méningite. Le pays a enregistré en 2022 85 cas suspects pour 0 décès. Selon une récente étude, la Côte d'Ivoire a le 3e taux le plus élevé de suicides en Afrique. Ces derniers jours, le pays a enregistré de nombreux cas, notamment à Divo, où une femme a été retrouvée pendue à un arbre. Une découverte qui a ému toute la Côte d'Ivoire. Pour comprendre les circonstances de ce drame, Timé Danger et Fulgence Kissiedo sont allés à la source. Reportage. Divo, à 186 km de la capitale économique. Lycée moderne 3 du chef-lieu de région du Lodjibois. À l'intérieur, des élèves mènent une activité de salubrité. Mais manque à l'appel, l'éducatrice du niveau 5e. 72 heures avant, elle avait été retrouvée pendue à un manguier dans son quartier. Retour sur les faits avec son voisin, qui faisait office de père adoptif pour la défunte. La corde a glissé jusqu'à ce stade. Là, ça l'a mise en genou. Elle avait les deux pieds de chaussures ici, les deux coudes. Elle a trouvé ça. Et c'est sur la brique sur laquelle elle est montée. La corde pendait dans son cou. La corde était son puits. Son puits, là, quand tu comprends, pour puiser. C'est ce qu'elle a utilisé. La nouvelle est parvenue à son établissement. Le lundi, moi, je n'avais pas cours le matin, mais mes camarades sont venus m'annoncer qu'elle est décédée. Ça m'a fait tellement mal que j'ai coulé des larmes. C'était vraiment une triste nouvelle pour nous. Elle voulait surtout notre réussite. Elle dit qu'on a qu'à surtout travailler et on a qu'à laisser l'affaire de banditisme, drogue, alcool, que ça n'y a rien dedans. À quelques pas de là, son bureau, son collègue a le cœur déchiré. C'est vraiment une séparation, en tout cas c'est dur, c'est dur, c'est pénible. C'est dur à supporter, surtout que moi je suis dans le bureau avec elle. Depuis qu'elle était ici, ça fait la 2e année, mais elle n'a jamais eu de prise de bec avec quelqu'un même. Toujours joviale, vraiment, elle est en des bons termes, il y a tout le monde. Cap maintenant sur la résidence familiale. La déprime de la brutale séparation ferme les visages et étouffe les voix. Les rares à dompter la douleur se souviennent d'une victime affable, malheureusement accablée depuis l'an dernier par une dépression. Depuis l'année dernière, elle faisait une dépression. Donc moi, je l'ai recommandé à aller à Bergerville, dont elle était sous traitement. Avec la prière, ça allait. Elle est complice à ma femme. Donc, il y a les petits secrets qu'elle lui dévoilait. Que l'esprit lui demande de faire certaines choses, de poser certains actes. Quand la maladie vient, donc on essaie de la dissuader. Bon, mais pour la dernière fois, ça nous a surpris. Pendant qu'elle avait fait la formation à l'INES, ça fait déjà 2 ans, et elle a été affectée au lycée 3 l'année scolaire 2021-2022. Et depuis là, elle ne se sentait pas trop bien, c'est un couple paisible. J'ai jamais appris, viens régler notre affaire ici, je crois qu'ils sont soudés. Ou bien s'il y a un problème, peut-être qu'ils gèrent ça dans la chambre. Sinon, je n'ai jamais appris, tonton, il faut venir, tu vas régler notre affaire parce que ta fille s'est mal comportée. Père spirituel de la défunte, le responsable de la communauté religieuse où le couple assumait la fonction de diacre et de diaconesse, confirme cette version, faisant dans la foulée des confidences. Nous avons constaté à un certain moment donné que la sœur souffrait, elle se plaignait. Il y a des maux de tête, des agitements. Voilà. Et donc cela faisait l'objet de prières intenses. Nous avons participé à ces prières, après lesquelles donc, elle donnait le témoignage que un esprit lui disait donc, d'aller se pendre.
Elle a dit ça plus d'une fois, sachant que les esprits peuvent donc avoir une ascendance sur la vie de quelqu'un, ce n'était pas trop un étonnement. Tous écartent ainsi la thèse d'une grosse dispute conjugale qui aurait viré au tragique décès de l'éducatrice, mère de 4 enfants. Une enquête a été ouverte par le commissariat pour élucider les circonstances de ce décès. Et puis il s'appelait Kadjo Nguessan Hippolyte, élève en classe de 3e à Sikensi. Il a été retrouvé mort, la gorge tranchée, dimanche, dans son domicile familial. Plusieurs sources annoncent qu'il se serait lui aussi suicidé. Mais qu'en est-il véritablement? Nous avons rencontré sa famille encore sous le choc et dans l'incompréhension. Mardouché Kwasi, Kimo Eric. Badasso, village de la commune de Sikensi, situé à 75 km d'Abidjan. La quiétude de ce village a été perturbée dimanche dernier par un drame. Kadjo Nguessan Hippolyte, élève en classe de 3e au collège Krafa d'Agra de Sikensi, a été retrouvé mort dans sa chambre par son père. Le jeune homme avait la gorge tranchée avec un couteau de cuisine près du corps. Les proches du défunt étaient encore sous le choc au moment où nous arrivions sur les lieux du drame. Quelqu'un qui n'est pas malade, et puis un coup comme ça, tu le vois mourir là. Faut voir. Moi, s'il était malade, ça, je sais que j'ai senti un peu. Mais il n'est pas malade. Le samedi, il était quitté à l'école. Il faisait la cuisine, c'est lui qui m'a aidé à faire la cuisine, tout ça. Et puis maintenant, dimanche matin, je vois quelqu'un qui est mort. Aïe. Ça me fait très mal. Que moi-même, j'arrive pas à croire cela. Tout le monde est vraiment... Bon, ne se retrouve pas de ce fait parce qu'on ne savait pas que cela allait se passer. On ne se retrouve pas même. On ne sait pas comment il faut dire. Pour eux, rien ne laissait présager la survenue d'un tel drame. Il n'y avait pas de problème, il y avait l'harmonie entre les frères partout. Nous tous ensemble ici, il n'y avait pas de problème ici. Il ne parle pas. Quand il quitte à l'école pour venir, s'il a faim, il rentre dans la cuisine, s'il a trouvé à manger. Des fois, il s'assoit, il cause avec ses frères. Il n'a pas d'amis, il ne fume pas, il ne boit pas. Malgré la douleur, le père a accepté de nous raconter comment il a découvert le corps de son fils. Le dimanche, quand je me suis réveillé, vers 7 h, je partais vers la Patam qui est là. Maintenant, dans la Patam, là, quand je descendais vers là-bas, j'entendais des bruits. Il faisait couh, couh, couh. Je ne sais pas d'où venaient les bruits. À côté du fenêtre, j'ai ouvert la porte, la grande porte. Je n'ai rien vu. Quand j'ai ouvert la porte, au lieu il a dormi, j'ai vu quelqu'un, je l'ai vu couché. Et ici, c'est la gauche coupée. Le sang sur son visage, on ne pouvait pas même le reconnaître. Et puis le sang, ici encore, ici, le sang aussi. Il a fait court. Et puis, elle a rendu l'âme. Interpellé par la police pour nécessité d'enquête, le père et les frères du défunt de 22 ans ont été relâchés hier lundi. Ils se sont rendus ce mardi à la morgue d'Anyama pour les formalités liées au traitement du corps. C'est donc une famille Kadjo meurtrie qui s'apprête à enterrer dans les prochains jours son garçon, candidat au BEPC cette année. Les élèves et les étudiants qui sont nombreux à souffrir en silence. Dans les universités ivoiriennes, le stress est de plus en plus présent. Mais pour y faire face, chacun y va de sa façon, comme nous le montrent Nikema Moussa, Bobby Philémon et Joseph Zécré dans ce reportage. Les nombreuses matières au programme, le délai entre la fin des cours et le début des compositions, le manque de dortoirs et de salles d'études sont entre autres des éléments qui augmentent la pression chez les étudiants. Et pour lutter contre ce mal, chacun y va de son astuce. La plupart du temps, quand je suis stressé, j'écoute beaucoup de la musique. Souvent aussi, lorsque le niveau de stress aussi est très élevé, je m'isole. Souvent aussi, je bois aussi du café pour pouvoir aussi me détendre. Comme le malheur a déjà frappé à la piscine de l'université, sinon par moment, c'est là-bas que nous irons
pour essayer de se déstresser un peu. On va nager, voilà. Et souvent aussi, on pratique les activités de football, voilà, faut dire, et souvent aussi le footing. Pour la plupart de ces étudiants, l'environnement universitaire doit être propice. Ce sont les résultats aussi, et puis les compos. L'environnement n'est pas stable pour nous les étudiants de la faculté scientifique, quoi. L'université, c'est aussi ses espaces aménagés pour étudier. Ici, c'est le grattoir, comme il l'est appelé par les étudiants. Bon, cet endroit a été nommé le grattoir du fait que chaque jour, si nous avons des heures creuses, nous venons ici pour pouvoir bosser avec des amis. Nous bossons en utilisant ces placards comme tableau, vu qu'au Préau, il n'y a pas assez d'espace. Comme je suis religieuse, avec la prière, voilà, j'essaie de gérer le stress avec, particulièrement. Mais il faut dire qu'avec la bosse, si au moins j'avais le temps de faire au moins ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire pendant les temps libres. Mais il faut dire que comme il n'y a pas de temps libre, on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc il faut forcément faire, c'est seulement la bosse au fait. Diane Gakouba est conseillère psychologue. Pour elle, le stress est surtout le résultat d'une situation perturbante pour l'esprit. Un étudiant, déjà, c'est une personne qui fait face à beaucoup de pression de la part de ses professeurs, vis-à-vis de sa famille, mais aussi de la part de lui-même. L'individu en soi, un étudiant, a beaucoup de pression. Il est stressé parce qu'il a du travail à rendre, mais aussi il doit gérer son quotidien, sa vie quotidienne, ses problèmes personnels. Pour Diane Gakouba, le meilleur moyen de lutter contre le stress reste la communication et l'hygiène psychologique. Un étudiant a besoin de pratiquer le sport, la marche, le vélo, la course à pied, tout ça c'est très important. Faire travailler vos muscles vous permet de dégager les toxines, de dégager le stress. Je pense que déjà dans leur curriculum, dans leur programme, on devrait trouver un temps pour leur parler du savoir-être et comment prendre soin de soi. C'est très important à l'université, même dans les écoles secondaires, parce que ça permet aux étudiants d'avoir un accompagnement, savoir gérer son stress quand on a du mal à réviser ses matières ou quand on se rend compte qu'on devient très anxieux. Selon les étudiants, le stress est devenu un quotidien au sein des universités. Depuis l'arrêt de bus tôt le matin à la table-banc, qui sert parfois de dortoir le soir. Tout est ainsi réuni pour augmenter le stress chez les jeunes apprenants. Une situation qui pousse certains jeunes à s'adonner à la consommation de substances. Direction le quartier Koweït dans la commune de Yopougon où des habitants vivent un calvaire en raison de la présence des eaux usées dans leur environnement, source de maladies. Ils lancent un cri de cœur aux autorités municipales au micro de Salif Yalekoué et Kimo Eric. Nous sommes à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, aussi appelée Yop-la-Joie. Mais ici au quartier Koweït, la tristesse, la grande colère animent les habitants du sous-quartier Maternité. Pour cause, leur cohabitation avec les eaux usées. Difficile de se frayer un chemin, la mauvaise odeur rend pénible la respiration. Sylvie Goré décrit le calvaire. Moi je vends Placali. Quand mes clients viennent se plaindre qu'il y a l'eau de caca, ça sent. Et c'est la vérité. Ça donne infection. Même où je suis arrêté ici, je suis malade. Il y a fièvre typhoïde, je suis malade. Et puis je suis arrêté à côté, en train de parler. On est fatigué. L'eau de caca là, ça coule seulement. On va se plaindre à l'hygiène. L'hygiène nous ramène à la mairie. De la mairie, on s'en va voir le propriétaire. On ne sait pas. On va à l'hôpital, chaque fois on dit on a une infection. Nos enfants jouent ici. On a le palu. Mais regarde, comment on va vivre? Nous-mêmes, on habite ici même là. Il n'y a pas l'eau de caca chez nous. Mais l'eau là qui te loue là-bas, ils n'ont qu'à trouver une solution. Cette couturière installée ici depuis quelques années vit également le même calvaire. Depuis novembre même, je suis malade. C'est aujourd'hui, mais je suis sortie un peu pour m'asseoir ici. Donc vraiment, on vit mal. Les enfants tombent dedans. Les enfants passent pour aller à l'école. Ils tombent dans l'eau de caca. Nous-mêmes, on traverse. Vraiment, moi-même, là, ça m'a donné sinusite. Je suis assis dedans, je suis obligée. C'est ça que j'ai fait et puis je mange avec. Mais je suis obligée de respirer. D'incivisme, on pourrait qualifier ce tact. Un sujet de conversation récurrent chez les habitants du quartier, notamment au niveau de la jeunesse. C'est vraiment catastrophique, vraiment. On n'en peut vraiment plus. On n'en peut plus. S'il faut contraindre les propriétaires à prendre les responsabilités, il va falloir le faire. Parce que les populations en souffrent tellement qu'on n'en peut plus. Nous, les actions que nous on a menées au niveau de notre secteur, c'est que quoi, un bon matin, on s'est levé et on a fait savoir aux propriétaires, aux populations que
on va boucher toutes ces canalisations-là jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Parce que s'il n'y a pas de solution, si l'eau remonte dans vos toilettes ou dans vos douches, vous allez trouver des solutions à ça. Parce que vous n'allez pas accepter de les inhaler. Donc bon matin, entre jeunes, on s'est levé et on a commencé à mener ces actions-là. Grâce Dieu faisant, certains propriétaires ont pris les responsabilités. On ne peut pas aussi tout rejeter sur la faute des autorités. Il va falloir que nous, les populations, on prenne aussi nos responsabilités. En attendant la solution définitive, les eaux usées continuent d'imposer leurs odeurs pestilentielles aux grandes dames des populations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.